Donc nous allons passer au milieu de parcours. Alors, que dit votre autre? Encore le chat? Allez, le chat? Non? Non? Non. Je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. Petit nuage noir. Donc votre autre vous dit, je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. Donc la personne doit être certainement avoir des foudres, elle doit passer à l'action. On est en milieu de parcours, souvent la personne est encore dans les répétitions de schéma et surtout elle a peur de traverser ses piscines et elle a peur du changement. Donc elle a peur de passer à l'action. Elle sait que la situation ne lui convient pas, mais j'ai peur du changement. Donc je vais peut-être partir dans mon déni de la vidéo précédente et je vais essayer de m'auto-convaincre que non, je suis heureux. Ouais, je suis heureux. Puis la situation, elle va bien. Ouais, non mais ouais. Ouais, franchement. Déni ou passer à l'action? Passer à l'action, je vais devoir, ah là là, le changement, des discussions franches, je vais devoir avouer, oh non, 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 ouais, déni, déni, oh, ça demande tellement moins d'efforts, le déni, ah oui, le déni, oh, je vais rester dans mon déni, ça demande pas d'efforts, c'est simple, c'est facile, c'est rapide. Et donc là, les guides observent et se disent, notre Zozio, il est quand même, donc chaser ou runner, hein, peu importe, hein, il est dans un déni de cinglé et il est d'une lâcheté de folie. C'est-à-dire qu'il préfère sacrifier sa vie que d'aller au combat, que d'aller se battre pour son bonheur. Il ne réveille pas son esprit guerrier. Donc il est en train de se sacrifier lui et il repart dans la facilité et le déni, par lâcheté. Ben ça, c'est pas permis. Parce que normalement, les flammes jumelles sont des guerriers de la lumière. Il faut réveiller cet esprit de guerrier. On n'est pas des serpillères, on n'est pas des lâches, que ce soit la chaser ou le runner. Donc, quelle que soit la situation qui ne me convient pas, si c'est je suis bloqué avec des parents toxiques, hein, la chaser qui ne reprend pas son pouvoir parce que je suis bloqué dans une situation qui ne me convient pas, etc. Et je suis lâche, je ne veux pas agir. Donc je vais m'auto-convaincre que mes parents sont merveilleux, comme ça, c'est tout simple. Ben non. Et donc inévitablement, effet miroir, le runner ne va pas reprendre le pouvoir dans sa vie à lui par rapport à la karmika. Ben bien sûr que non. Il y a toujours un effet miroir. Si le runner est dans un déni sur une chose dans sa vie, ça veut bien dire que toi, chaser, tu es encore dans le déni par rapport à quelqu'un autour de toi. Ou quelque chose. Donc peut-être que tu es dans le déni avec tes parents, ou avec ton runner, ou avec le travail, ou avec un de tes enfants. Parce que parfois, vous venez vers moi, mais vous avez déjà des enfants assez grands qui deviennent des tierces. Peut-être que c'est avec une de vos copines. Peut-être qu'au travail, vous vous laissez marcher sur les pieds. Ou peut-être que vous êtes dans le déni par rapport à votre sécurité financière, vous ne vous prenez toujours pas en main financièrement. Quoi qu'il en soit, si, n'oublie jamais que ton runner te montre ton propre miroir. Donc normalement, au milieu de parcours, tu as quand même nettoyé de l'ego. Donc tu es censé déjà avoir ce réflexe de observer les effets miroirs. Le souci, c'est que parfois, quand vous êtes en milieu de parcours, vous partez dans l'ego spirituel, contraction, de penser que vous êtes en fin de parcours. Et vous n'observez plus les effets miroirs. Vous êtes plus que juge des autres. Ah, celui-là fait ça, alors que moi, j'ai évolué. C'est toujours très bien de savoir s'auto-féliciter et de savoir constater son évolution. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut plus analyser les effets miroirs. Quand on a fini son ascension spirituelle, quand on a fini sa transformation, on est dans l'humilité où on continue toujours de regarder les effets miroirs. Je vous avais déjà expliqué que moi, quand j'ai fait mon ascension spirituelle, quand j'étais arrivée en fin de parcours, je continuais toujours à demander à mes guides si c'était un effet miroir. Et c'était eux qui devaient sans cesse en boucle me rassurant, me disant non, 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 t'es guéri là-dessus. Il n'y a plus d'effet miroir.
C'est un défi, affirmation, c'est juste, tu as une clé de compréhension à faire comprendre à cette personne, c'est tout. Mais croyez-moi que c'est tellement devenu un mécanisme d'humilité, de se remettre en question, d'observer les effets miroirs, que on l'a, ce réflexe-là, quand on est en fin de parcours, quand on a fini de bosser. Parce que la fin de parcours peut durer longtemps, hein. Mais quand on a fini et qu'on est guéri, les effets miroirs, on continue d'observer. Si vous ne l'observez plus, ça veut dire que vous n'avez pas fini vos guérisons. Ça veut dire que vous êtes en train de partir dans un ego spirituel, de nouveau à peut-être prendre un peu le melon, contraction, parce que vous avez déjà guéri des choses et que vous pensez que vous avez terminé. Mais quand vraiment vous avez terminé, vous ne réagissez pas comme ça. Vous cheminez tout le temps sur vous-même. Vous êtes sans cesse dans la remise en question constante. Vous n'êtes pas condescendant en fait. Donc si vous êtes dans cette énergie de dire oh là là, et que vous êtes condescendant et que vous n'analysez même plus les effets miroirs, c'est que, attention, vous trouvez un peu trop parfait. Méfiance, ego spirituel. Donc si le runner est dans le déni, c'est que toi, Chaser, tu es encore dans le déni de quelque chose. Tu es dans le déni de quoi? Dans quelle situation tu essayes de la mettre à l'envers à tes guides pour pas avoir à le bosser? C'est ça. Donc je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. La situation ne se débloquera que quand vous sortirez de votre déni et que vous passerez à l'action. Il n'y a personne qui viendra vous sortir de là. Petit message des guides. Une plante est morte parce que je lui ai donné trop d'eau. J'ai réalisé que donner trop, même si c'est pour bien faire, ce n'est pas toujours bien. Exactement. Quand le chaser est en grosse dépendance affective, il veut donner, 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 donner à son runner, en pensant bien faire. Il ne fait pas bien parce qu'il ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et l'amour ne doit pas dépasser par la dépendance affective où on étouffe l'autre. Il faut être dans le respect et savoir être seul. Donc attention à tous ces dysfonctionnements de dépendance affective qui fait que vous donnez trop et vous êtes finalement dans un sacrifice. Ça se retourne contre vous parce que vous trahissez encore une fois en étant dans le sacrifice, en donnant trop et en n'étant pas dans l'équilibre donner-recevoir. Vous trahissez vous-même et l'autre va vous trahir. Va vous trahir en vous envoyant chier en fait. Parce que vous êtes trop, quoi. C'est trop. Arrêtez. Donc vous n'aurez pas de résultat en donnant trop. Vous aurez le résultat toujours contraire. Ça ne vous servira jamais. C'est dans votre blessure d'abandon où vous vous accrochez à cette illusion que vous allez contrôler la situation en donnant, 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 donnant beaucoup pour qu'on ne vous abandonne pas. Donc ça veut dire que vous n'avez pas encore assez travaillé la blessure d'abandon. Ou que vous allez laisser les autres prendre tout le pouvoir par peur qu'ils vous rejettent. Donc vous êtes dans cette blessure de rejet. Ou vous faites tout pour être conforme aux attentes des autres, pour que surtout on ne vous humilie pas, pour pas entendre des choses humiliantes, pour que on ne vous fasse pas de réflexion où vous vous sentirez honteux. Ça veut dire que vous êtes encore masochiste dans la blessure d'humiliation. Donc de là, c'est dysfonctionnel. Ça veut dire que vous n'avez pas assez guéri. Donc observez avec qui vous donnez trop. En milieu de parcours, parfois cette personne avec qui vous donnez trop, parfois c'est votre runner. Parfois le chaser donne trop à son runner. Ça dépend où vous en êtes. Parce que comme je vous l'ai dit, il faut faire la part des choses. Et c'est pour ça que ça, dans une vidéo générale, c'est difficile pour moi de vous dire. Parce que ça dépend et c'est vraiment au cas par cas. Et vous, en plus, vous voyez toujours à une étape qui n'est pas la vraie étape réelle. Mais parfois, vous donnez trop. Mais parfois, donner ça, pour vous, c'est déjà trop. Parce que vous êtes tellement dans votre bouclier de vouloir vous protéger, parce que vous êtes dans cette paranoïa de la blessure de trahison,
que vous avez tellement peur de souffrir que dès que vous donnez ça, vous avez déjà l'impression que c'est beaucoup. Et parfois, vous ne vous rendez pas compte que vous donnez quasiment rien en fait. Donc là encore, vous n'avez pas, comme dans la vidéo précédente, ces moments magiques de partage avec l'autre. Dans votre déclaration de sentiment ou de douceur ou d'émotion, vous donnez quasiment rien parce que vous avez peur d'être trahi. Donc vous donnez les choses, vous ouvrez à peine le robinet. Vous savez un peu, je pense que ça vous est déjà arrivé, ça, parfois, vous-même ou un de vos enfants, quand il est adolescent ou quoi que ce soit, vous voulez prendre une photo. Et la personne sur la photo, elle a l'air toute crispée. Elle ne fait pas de sourire. Et parfois, si c'était vous, vous dites, punaise, j'avais l'impression de sourire. Et sur la photo, ça se voit pas du tout. Et parfois, votre adolescent, vous lui dites, bah, t'aurais pu sourire sur la photo. Et puis il dit, bah, je souris là. Et en fait, la personne a l'impression de... Voilà, elle relâche un petit peu, elle a cette impression que ça donne l'illusion qu'elle sourit, mais quand on voit le résultat, on se dit, bah non, tu souris pas, ça se voit pas. Et la personne, elle se fait, ah ouais, merde, ah putain, j'avais cette impression. Ben, parfois, avec vos émotions et vos sentiments, vous êtes tellement dans ce côté de vous protéger et la retenue, donc le contrôle, le contrôlant, encore une fois, dans le contrôle que vous dites pas grand-chose en fait. Vous n'avez pas dit grand-chose dans vos sentiments, vos émotions. Le runner, il est un peu comme ça en fait. Donc vous avez juste lâché une petite bribe comme ça, et vous pensez que bah c'est limpide quoi. Bah ouais, c'est limpide, vous avez... Oui, parce que par rapport à d'habitude, c'est déjà plus que d'habitude. Ouais, mais enfin, vue d'extérieur, si on remet les choses dans le contexte, on va vous filmer, on va vous repasser la vidéo, vous allez témoigner vous aussi de dire ah bah non, en effet, ouais, c'est vrai que c'est pas limpide, franchement. Si en plus on remet dans le contexte de toutes les actions à côté et le reste et les contradictions, c'est vrai que c'est pas limpide en fait. Donc là encore, la personne se trahit. La personne se trahit. Donc voilà, parfois vous pensez que vous donnez, mais franchement vous donnez rien. Hein. Et parfois ça je vous le fais remarquer aussi en coaching. Quand en plus vous montrez parfois les messages, bah, parfois je vous dis bah non là franchement c'est pas limpide le message que tu fais passer quoi. À mettre trop de rondeur et de machin etc. C'est un peu ce que je vous avais dit dans une ancienne vidéo. Hein. Ah oui j'apprécie de passer du temps avec toi. Ou alors, vous, en tant que chasseur, vous allez faire une déclaration d'amour à votre honneur et vous lui dites « Je t'aime plus que tout, tu es l'amour de ma vie ». Et l'autre va répondre « Merci ». Alors peut-être que le runner se dit que de dire merci et sans avoir envoyé bouler, chier, ça veut dire moi aussi. Peut-être que c'est ce qu'il se dit. Ben écoute, je l'ai pas envoyé chier là. C'est déjà bien quoi. Je lui ai dit merci, ça veut dire non, 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 franchement, c'est pas limpide parce que merci, ça veut pas dire moi aussi. Hein? Va regarder dans le dictionnaire le sens du mot merci, ça veut pas dire moi aussi. Ça veut pas dire du tout la même chose. Donc quand on remet les choses en contexte, ça veut dire quoi? Ça veut dire merci mais pas moi. En tout cas, la personne en face ne peut pas se dire que vous l'aimez aussi avec un merci. Parce qu'elle n'a pas entendu « moi aussi je t'aime ». Je t'aime tout autant. Non, elle n'a pas entendu ça, elle a juste entendu « merci, c'est sympa ». Bah merci, écoute. À la prochaine. Parfois, vous ne vous rendez pas compte de votre façon de communiquer, mais les vents que vous collez à la figure des gens, mais c'est un truc de cinglé, quoi. Oh parfois, quand je lis les messages, j'ai mal pour la personne en face de vous. Quand je vois les messages que vous faites. Je vous jure, hein, parfois mon ventre se tord et je me mets à la place de l'autre. Alors, parfois, je ne sais pas si c'est l'émotionnel de l'autre au moment où il l'a lu, ce que j'ai ressenti, mais parfois mon ventre se broie, quoi. Et je me dis, putain, la violence, quoi.
Et vous vous en rendez pas compte, hein, non? Parce qu'en plus, quand on est dans sa souffrance, on devient très nombriliste. On ne pense qu'à soi. Hein, on ne pense qu'à soi. Quand on est dans sa souffrance, il n'y a plus que moi qui compte. Et en fait, on ne se rend pas compte que les paroles qui sortent de notre bouche sont... Donc voilà, vous ne vous rendez pas compte de la violence des mots et des vents que vous mettez. Et, désolée, ma fille est venue. Parce que ce que je disais avant qu'elle arrive, c'est que ouais, vous êtes tellement axé sur votre souffrance que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de devenir insultant, méprisant, sans compassion pour la personne en face, en fait. Alors que la personne n'avait pas dit grand-chose parfois. Hein. Parfois, la personne ne vous a même pas attaqué. Vous, dans votre blessure, vous avez suranalysé et interprété sa façon d'être. Tout de suite, vous passez à l'attaque, vous taclez. Et là, c'est vous qui êtes violent, en fait. Dans la situation, vous vous étiez tellement positionné en victime que vous avez suranalysé sa phrase et vous devenez violent. Et ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. Essayez, quand vous recevez un message, de ne pas répondre tout de suite. Pas répondre tout de suite. Parfois, je vous conseille même d'attendre de me montrer le message pour voir quoi répondre. Parce que parfois, moi, mon analyse avec recul est positive, alors que vous étiez prêt à le tacler sévère, quoi. Le problème, c'est que si vous le taclez dans votre impulsivité un peu trop rapidement, la personne en face ne va pas accepter, et là, vous êtes encore dans la trahison. Méfiance aussi dans les méthodes de communication que je constate également, où vous dites quelque chose dans le but d'obtenir ou d'être rassuré. Hein, c'est-à-dire, je vais dire ça, comme ça l'autre va me rassurer. Et finalement, dans votre façon de communiquer, vous titillez la personne, en fait, pour réussir à obtenir ce que vous avez envie d'entendre, pour entendre ces paroles rassurantes. Et vous ne vous rendez pas compte que là, vous redevenez contrôlant. C'est-à-dire que dans votre côté contrôlant, vous titillez la personne et vous devenez peut-être piquant. Vous devenez peut-être méprisant avec cette personne. Vous ne vous en rendez pas compte de qu'est-ce que vous avez dit vous. Vous voyez juste la finalité de ce que vous voulez obtenir. Mais parfois, vous êtes en train de faire mal à la personne en face et vous repartez dans des schémas contrôlants de communication, de manipulation pour obtenir. Mais la personne en face, croyez-moi, n'apprécie pas du tout ce que vous êtes en train de lui dire. Et ça, vous vous en rendez même pas compte de ce que vous êtes en train de lui dire. Vous voyez juste la finalité de ce que vous voulez obtenir. Moi, j'ai encore eu le cas, là, dernièrement, de quelqu'un, oui, en souffrance, qui ne se rend pas compte, parfois, que les paroles peuvent être déplacées ou me faire mal. Parce que la personne dans sa souffrance ne pense qu'à ce qu'elle a envie d'obtenir. Peut-être d'obtenir de moi, d'être assurée de moi. Mais à un moment, je me sens comme un robot qui n'est pas pris en considération, en fait, comme si j'étais pas un humain. Bah si, je suis un être humain, en fait. Et ce type de communication par la manipulation pour obtenir, c'est être contrôlant. Mais dans le contrôle, vous trahissez la personne en face de vous et vous vous trahissez vous-même parce que vous allez perdre cette personne qui n'acceptera pas ça bien longtemps, en fait. Faites attention. Faites vraiment attention. Petit travail pour les mi-parcours. Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis « je suis nulle », comment puis-je être sûre que cela vient de moi ? Ça, c'est quand on a grandi avec des parents humiliants, très contrôlants, qui voulaient que vous soyez à l'image de ci ou de ça. Vous avez souvent, sur un parcours flamme jumelle, eu des parents dysfonctionnels. Je vais même arrêter de dire souvent. Vous êtes sur un parcours flamme jumelle, donc vous avez
tous eu des parents dysfonctionnels. Voilà, comme ça c'est plus clair les guides. Voilà, on va plus mettre de rondeur parce que les gens s'incluent dans la rondeur. Hein. C'était une façon de parler pour pas que ce soit violent. Mais non, sur un parcours flamme jumelle, on a eu des parents dysfonctionnels. Les parents sont tous dysfonctionnels sur tous les parcours, côté chaser et côté runner. Tous sans exception. Si tu n'accueilles pas ce message, c'est que tu es encore dans le déni. Va écouter la vidéo précédente. Donc ton jumeau est sans doute dans le déni. Voilà, ça c'est dit, c'est casé. Voilà. Donc, tes parents avaient certainement une névrose du regard des autres. Et ils vous ont inculqué leur vérité et leur névrose. Pour obtenir, là encore, le contrôlant, pour obtenir, on va tenir des discours dans la communication. Donc je vais te dire que ça, c'est pas bien. Comme ça, tu le feras pas. Comme ça, moi, ouf, mon image, je vais être un parent qui apparaît parfait de l'extérieur. Ouf, je n'aurai pas honte de mes enfants. Je ne serai pas humiliée. Oh, ouf. Voilà, la névrose du parent dysfonctionnel qui est humiliant parce que lui-même a peur d'être humilié parce qu'il est porteur de la blessure d'humiliation. Donc par peur d'être humilié, il devient humiliant. Il s'en fout de piétiner ce qu'il y a autour de lui. Il s'en rend pas compte parce que c'est moi et ma souffrance. Donc en fait, il est calculateur pour obtenir. Il est dans la manipulation. Donc beaucoup de parents ont pu avoir des discours un peu difficiles avec leurs enfants. J'entends souvent le cas de figure de... je vais rester sur ces deux exemples-là parce que je pense que c'est les deux exemples qui reviennent très souvent. Après, vous adapterez à votre cas. Du parent qui vous a fait croire ou qui vous a emmerdé sur votre poids quand vous étiez enfant. C'est quelque chose qui est beaucoup arrivé chez beaucoup d'entre vous. Le parent qui veut surtout pas avoir une gamine... voilà, sa gamine n'a pas le droit d'avoir des rondeurs, elle trouve ça humiliant, elle veut que sa gamine soit belle, soit jolie, enfin bref, voilà, elle a beaucoup de névrose là-dessus, et elle a pu avoir des messages très durs envers vous et être très castratrice, humiliante et contrôlante avec vous, pour que vous fassiez attention à votre poids, votre silhouette, parce que c'est pas pour vous en fait. C'est pour l'image qu'elle allait renvoyer à l'extérieur. Parce qu'elle trouve ça honteux d'avoir une enfant qui ne soit pas une poupée Barbie, peut-être, ou ce genre de choses. Elle est elle-même peut-être a subi des humiliations sur le poids quand elle était enfant. Donc comme elle est porteur de la blessure d'humiliation, elle ne veut pas revivre d'humiliation plus grande. Donc elle devient humiliante avec vous pour que vous rentriez dans ses exigences. Donc ça, c'est le cas très traditionnel. Ensuite, il y a beaucoup la maman névrosée par la propreté. Hein, par la propreté. Donc, c'est-à-dire, vous avez toujours dû être hyper nickel sur quand vous étiez enfant, pas une petite tâche, il fallait se changer, il fallait faire très attention, vous n'aviez pas le droit d'aller jouer dans le jardin parce que vous alliez salir vos vêtements. Vous deviez être une poupée qui ne bouge pas. La présentation nickel, parfaite. Comme ça, son image à elle de parent, que vous êtes toujours nickel, parfait. Voilà, c'est son image à elle. Voilà. Donc, vous avez pu vivre ça très régulièrement. Donc, vous pouvez, peut-être que dans ces mots, pour obtenir ce qu'elle voulait de vous, elle a pu vous planter comme graine dans votre tête que vous étiez si, que vous étiez sale, que vous étiez négligée, que vous étiez grosse, que vous étiez ci ou ça. Moi, c'est marrant, on me renvoie ce souvenir dans la tête subitement. Moi, par exemple, quand j'étais gamine, j'ai été à un moment un peu boulotte. Parce que je mangeais mal, on ne m'a pas donné d'éducation alimentaire. Et à un moment, comme toutes les gamines, vous avez des pics de croissance où vous grandissez, donc là vous êtes plus fine. Puis à un moment, vous grandissez plus, donc là vous grossissez. Et dans ces moments où j'étais un peu plus... Vous rigoleriez, parce que vous m'auriez vu quand j'étais gamine, j'étais loin d'être une boule, franchement. Mais j'avais une mamie humiliante qui me faisait des tacles devant tout le monde en famille.
devant tout le monde, tout le temps, systématique, et que envers moi, pas envers les autres enfants. C'était que moi. Donc elle arrêtait pas de dire que j'avais des grosses fesses, elle arrêtait pas de me faire des réflexions très humiliantes sur mon poids. Et par la suite, quand j'étais à la fin de quand j'ai arrêté de grandir définitivement, mes habitudes alimentaires étant les mêmes, j'ai vraiment là pris du poids pendant un temps assez court. Et là, c'est mes frères. J'ai un frère qui a été très humiliant. Et qui, oui, m'a traité de grosse pendant très longtemps. Enfin, pas pendant le temps où j'ai pris du poids. Et moi-même, j'ai conscientisé en effet que merde, j'arrivais plus à m'habiller, je prenais du poids. Donc j'ai très vite enclenché une perte de poids. Donc le moment où j'ai été ronde n'a pas duré longtemps. Mais de par le fait qu'on m'a tellement mis dans la tête que j'ai été grosse, je m'en suis convaincue pendant longtemps. Ce qui fait qu'à un moment, j'ai commencé à sombrer dans l'anorexie. Parce que même si j'avais appris à me réalimenter, je faisais du sport, je faisais attention à moi, j'avais toujours ces phrases qui tournaient en boucle dans ma tête. Donc en fait, donc oui, c'est quelque chose qui m'a fait mal pendant longtemps, vous voyez l'émotionnel. Et pendant longtemps, quand je me suis vue dans le miroir, j'avais beau avoir perdu du poids, je me voyais encore grosse, tellement cette phrase tournait en boucle dans ma tête. Donc à un moment, je faisais même une taille 34 en vêtements. Donc vous voyez comment la puissance des mots, la violence des mots, vous pouvez prendre cette phrase pour une vérité et avoir un impact sur vous, en fait, à un moment de votre vie. Ça peut vraiment détruire. Je vous ai donné cet exemple-là, mais c'est quelque chose que je retrouve chez beaucoup d'entre vous. Quand vous avez vécu avec des parents comme ça, vous vous êtes habitué à ce genre d'attaque et par la suite, quand vous êtes adulte, vous ne captez pas que c'est quelque chose qui est honteux et qui est choquant. Ce qui fait que quand vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un qui va avoir le même mode de fonctionnement, ça ne va pas vous choquer. Vos radars ne vont pas être en alerte. Alors que vous aviez des parents toxiques et peut-être sans doute pervers narcissiques, contraction. Donc vous n'avez pas capté que être pervers narcissique, c'est quoi les alertes? Puisque vos parents étaient comme ça. Donc si vos parents étaient comme ça, les parents c'est le symbole de la sagesse. Les 3/4 du temps, vous vous êtes donc mis en couple avec quelqu'un qui est tout autant dysfonctionnel parce que vous n'avez pas capté que c'est choquant. C'est pour ça que souvent quand on a grandi avec des parents pervers narcissiques, derrière, on se met en couple avec un pervers narcissique parce qu'on ne capte pas que c'est pas ok. Donc vous, quand vous avez eu des parents et après un conjoint ou des conjoints pervers narcissiques, que toutes ces personnes toxiques vous ont mis des graines toutes différentes, vous voyez moi de cette graine l'impact que ça a eu, vous, si à chaque fois ces personnes toxiques vous ont implanté une croyance que vous étiez ci ou que vous étiez ça, à la fin, vous voyez comment, c'est quoi le reflet que vous avez de vous-même. Si on est venu vous attaquer sur plein de points, vous voyez comme une merde en fait. On vous a détruit, on vous a démoli. Donc là, vous avez vu que moi, j'avais oublié ce truc-là, mais que d'en reparler, mon enfant intérieur vibre encore une souffrance de ce qu'il a vécu. Vous l'avez vu en direct. Donc, pensez bien que vous, si c'est venu toucher 4 ou 5 points différents, vous imaginez ce que ça peut encore créer comme souffrance en vous et comme croyance. Donc ça, chez Heures et Runner, ont vécu ça. Donc, je répète la phrase, je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal.
je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Non, c'est des gens toxiques qui vous ont mis une graine dans votre tête. Quand je me dis je suis nulle, comment puis-je être sûre que cela vient de moi? J'ai eu des gens en coaching qui ne voulaient faire aucune activité manuelle parce que la personne, quand elle faisait du dessin, de la peinture quand elle était enfant, son père lui disait que c'était qu'une merde et que c'était moche et qu'elle n'était pas douée, qu'elle devait abandonner. Donc l'enfant, après, elle se mettait à faire de la gymnastique. Son père avait toujours ce même mécanisme de rabaisser, d'humilier. Donc la personne, une fois adulte, avait pris le mécanisme qu'elle ne pouvait rien faire parce qu'elle était nulle dans tout. Je lui dis, mais c'est même pas le résultat en plus. Ce qui est important, c'est surtout est-ce que tu prends du plaisir. Si tu prends du plaisir, voilà. C'est pas parce que tu as eu un parent toxique qui lui était nul dans tout et qui cherchait à te détruire dès que tu réussissais quelque chose pour pas que tu penses que toi, t'étais bonne dans quelque chose. Il cherchait à détruire ta lumière parce qu'il était jaloux, méprisant, aigri, que tu dois t'autoriser à ne rien faire aujourd'hui. Et surtout, même, on fait les choses par plaisir. Votre enfant, il a envie de jouer au foot, ça l'amuse de jouer au foot. Il marque pas beaucoup de buts. Est-ce que vous allez lui dire, tu dois plus jouer au foot, même si t'aimes bien, parce que tu marques moins de buts que d'autres personnes? Mais quelle horreur, on fait pas les choses pour la performance, on fait les choses pour le plaisir, pour vibrer haut. Qu'est-ce qu'on s'en fout des résultats? Quand vous jouez à un jeu de société avec vos enfants, votre enfant, il perd. Ce que vous lui dites, bah, c'est pas grave, on s'en fout, on est en train de s'amuser, on s'amuse. Le but, c'est pas de gagner, le but, c'est de s'amuser. C'est des choses que vous inculquez quand vous êtes enfant, non? Enfin, à vos enfants quand ils sont petits, non? Essayez de regarder vos parents, comment ils les éduquent, vos enfants. Hein? Parce que quand vous collez vos parents à vous, sont des personnes qui ont été toxiques, et que vous livrez à la pâture ces pauvres enfants en vacances chez des grands-parents dysfonctionnels, ne soyez pas dans le déni que ça n'a pas un impact sur eux. Hein. Chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Vos parents, ils ont toujours le même mode de communication. Hein. Ça va se traduire à un moment sur quelque chose. Hein. Même s'ils donnent un peu plus de bonbons, ils vont avoir des discours très toxiques et très humiliants avec vos enfants aussi. Hein. Donc ça a des dysfonctionnements, inévitablement. Hein. Ça aussi, je me permets de refaire une parenthèse dessus, parce que la plupart d'entre vous, vous savez que vos parents vous ont fait souffrir, mais vous gardez cette dépendance affective une fois que vous êtes adulte, et vous voulez vous rebercer, vous raccrocher à une illusion que vous avez une cellule familiale parfaite. Donc vous voulez alimenter pour l'extérieur cette image que vous êtes dans une famille parfaite, extraordinaire, vous mettez vos enfants en vacances chez vos parents, etc. C'est la famille parfaite, sauf que vos parents sont en votre absence en train de faire d'immenses dégâts chez vos enfants à vous, comme ils ont fait sur vous. Donc voyez aussi comment votre dépendance affective vous mène à ne pas savoir protéger vos propres enfants de vos parents toxiques. Et ça, c'est moche. Ça, on ne vous permettra pas de le faire. Donc si vous commencez à avoir beaucoup de foudre qui tombe sur vos enfants, qui se cassent des membres, qui se font mal, qui sont toujours malades, il leur arrive plein de merde, que vous devez aller aux urgences avec vos enfants, etc. Observez. Vous avez certainement envoyé pour message à la source que les enfants, c'est pas bien grave, il n'y a pas besoin de les protéger. Que c'est comme un accessoire. Hein. On peut les utiliser pour créer votre illusion et vous ne les protégez pas. Vous en foutez de ce qu'ils subissent. Ben, comme vous en foutez de ce qu'ils subissent, ben tiens, regarde, ils vont encore subir encore plus. Tu vas te réveiller quand? À quel moment tu vas prendre soin de tes gosses? Les gamins ont des foudres aussi. Hein. C'est pour vous faire réagir. Hein. De vous dire comment tu protèges tes gosses. Tu les protèges comment? Tu t'en fous de ce qu'ils subissent? Tu deviens leur bourreau, là? Tu sais même pas sécuriser. Tu sais même pas les défendre. Pour tes névroses à toi, de pas avoir les couilles de t'imposer devant tes parents. T'es qu'une serpillière, t'es qu'un lâche avec tes parents.
Et c'est eux qui subissent. Tu crois que ça, on va le cautionner encore longtemps? Ta lâcheté que tu fais subir à tes gosses? Bah bien sûr que non, tu vas devoir payer tout ça. Et ça va faire mal. Parce que quand les foudres, elles tombent sur tes enfants, et que tu apprends ce que subissent tes enfants, c'est 1000 fois plus douloureux que quand c'est sur toi. Hein. Mais n'empêche que c'est toi qui as initié ça. Tu as ta part de responsabilité. On va passer à la fin de parcours. Le message de ton autre pour les fins de parcours, c'est « Je t'aime tellement ». Donc là, c'est la plus belle carte. C'est dommage que vous ayez à l'entendre par une carte et pas par la bouche de votre jumeau, hein, parce que ça n'a pas la même valeur. Et là, vous avez beau avoir ça, vous dites bah, « je ne l'ai pas entendu, donc c'est pas vraiment vrai. Hein, ». Voilà. Bon, en tout cas, voilà. C'est ce que vibre votre jumeau, votre jumelle. Mais voilà. Ça a une valeur comme ça, parce que c'est censé sortir de la bouche de la personne. C'est pas censé être annoncé dans une vidéo par une carte. Ça suffit pas en fait. Voilà, ça suffit pas à la personne de l'entendre comme ça. Donc vous devez savoir dire les choses et savoir aller exprimer vos sentiments à la personne en face de vous. C'est dommage de vous réveiller quand vous aurez 80 ans, de vous dire « je suis passé à côté de ma vie parce que j'ai pas osé avouer mes sentiments ». C'est moche. En ce moment, j'ai eu beaucoup de cas comme ça où ça m'a fait trop mal au cœur. C'est que vous venez en coaching flamme jumelle et en fait, on apprend que votre parent, père ou mère, a été runner. J'ai eu plusieurs cas comme ça. Et quelle tristesse! Parce qu'on voit à l'âge de votre parent que parfois le jumeau est déjà décédé et que votre parent a été malheureux toute sa vie. Parce qu'il s'est sacrifié, soit pour la famille, soit pour l'argent. Voilà. Et donc il a laissé filer l'amour de sa vie. Mais quand vous, votre parent, il a plus de 70 ans ou 80 ans, et que vous voyez la vie malheureuse qu'a eu votre parent, et que les guides nous expliquent, en fait, ton parent a été runner, et il a refusé. Il a refusé le parcours. Et aujourd'hui, son jumeau ou sa jumelle est déjà partie. Elle est déjà décédée. Quelle tristesse. Enfin, moi, je ressens des vagues de... Quelle violence. C'est dur, quoi. Évitez de faire partie de ces flammes jumelles-là. On va passer au message des guides. La sensibilité n'est pas fragilité. La sensibilité, c'est l'incapacité de rester superficielle. C'est ça. C'est que être sensible, ce n'est pas être fragile. Beaucoup, je pense que vous avez capté, si vous me suivez depuis un moment, que je suis quelqu'un de très sensible. Je m'en cache pas. Mais pendant très longtemps, j'ai caché ma sensibilité parce que j'en avais honte. Parce que c'était pas bien. Parce qu'on se moquait de moi si j'étais sensible. Ou j'avais peur qu'on se serve de ça contre moi pour en profiter, pour abuser de moi. Parce qu'on allait voir que j'étais quelqu'un de gentil et qu'on allait donc chercher à me manipuler. Parce que j'ai été souvent manipulée. Mais pas parce que, à cause de ça, juste parce que je posais pas de limites. Voilà, il m'a fallu un certain temps pour le comprendre, pour faire la part des choses. Donc, on est manipulé que parce qu'on l'accepte, hein, tout simplement. Donc, j'avais ma part de responsabilité. Je devais transformer ça. Et pendant un moment, je suis partie dans l'autre extrême. Ne plus vouloir montrer aucun émotionnel. Ne plus montrer mes émotions, ne plus oser dire mes sentiments et être dans la protection de moi-même pour me mettre une carapace autour de cette sensibilité-là. Le problème, c'est qu'à un moment, je ne sais pas trop, parce que c'est vieux, mais j'imagine qu'inévitablement, ça a dû me desservir à un moment. Vous voyez, petite contraction, que peut-être des gens se sont fait une mauvaise idée de moi, que peut-être j'étais quelqu'un de froide, de distante, d'inaccessible, alors que ce n'était pas du tout le cas. Parce que je me rappelle que là où je travaillais, parfois on disait que oui, j'avais cet abord un peu... vous saviez, je marchais vite avec mes talons, je regardais droit devant moi, cette carapace, cette distance que je mettais dans le mode « venez pas me faire chier ». C'était une protection que je m'étais mise parce que j'avais été harcelée, j'étais suivie en voiture, je me faisais emmerder comme jamais. Et en fait, à un moment, j'en pouvais plus de ça. J'ai saturé.
que des hommes me suivent ou des choses comme ça. J'ai énormément souffert de ça, donc je me suis créé une sorte de carapace pour avoir ce côté froid en fait. Donc peut-être qu'à un moment, certaines personnes ont peut-être pensé que j'étais quelqu'un de hautain, que je les prenais peut-être de haut. Non, visiblement pas, d'accord. Mais peut-être quelqu'un de froide, qui n'avait pas d'émotion en fait. D'accord, c'est ça. Bah, voilà, il y a toujours des conséquences à vouloir jouer un rôle. Soyez plutôt vous-même et soyez plutôt à montrer tout simplement que oui, vous êtes sensible et c'est pas une tare en fait. Aujourd'hui, je l'ai compris qu'être sensible, c'est pas être une tare. J'ai pas honte d'être sensible. Pour moi, c'est être vrai, être sensible. C'est être vrai. Et ce qui m'a fait énormément, m'a réconforté peut-être là-dedans, c'est qu'à un moment, beaucoup de gens, par rapport à des choses que j'ai connues et traversées dans ma vie, m'ont souvent fait ce retour que j'étais quelqu'un d'extrêmement forte, en fait. En disant, waouh, punaise, comment tu te relèves à chaque fois, en m'observant, toujours repartir dans ce côté où je suis pas quelqu'un d'aigri de la vie et je garde ma joie et ma compassion envers les autres. Je suis pas devenue quelqu'un d'aigri ou de mauvais avec les autres, alors que je m'en suis pris plein la gueule, en fait, très régulièrement. Et j'ai eu des épreuves difficiles. Et c'est là où je me suis dit, bah oui, en fait, bah finalement, si les gens me voient forte, c'est pas parce que je pleure que moi je dois me voir comme quelqu'un de faible. Mais là encore, on en revient aux croyances qu'on peut vous mettre dans votre tête. Donc voilà, on peut être sensible et fort, et c'est ce que je cherche à revendiquer en fait aujourd'hui. C'est pas, euh, c'est pas la même signification en fait. Donc c'est ça. La sensibilité n'est pas fragilité. Il n'y a pas de honte à pleurer. Il n'y a pas de honte à pleurer. Il n'y a pas de honte à dire j'ai mal, je souffre. Non, absolument pas. La sensibilité, c'est l'incapacité de rester superficielle. C'est l'incapacité de rester superficielle. Vous devez changer votre angle là-dessus et redevenir vrai et authentique, parce que sinon, si vous avez encore cette croyance-là, vous n'oserez pas montrer qui vous êtes et vous n'oserez pas montrer votre vulnérabilité et sensibilité. Petit message d'axe de travail pour finir cette vidéo. Je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée ou de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée ou de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Donc oui, vous devez être vous-même avec votre entourage. Les choses peuvent être acceptées et passées. Voilà, parfois c'est vous qui vous faites des scénarios catastrophes et vous pensez qu'on va vous juger. Donc parfois vous n'osez pas dire les choses par peur d'être jugé, mais c'est un scénario catastrophe que vous vous êtes fait dans votre tête, et finalement vous vous rendez compte que le jour où vous dites les choses, la personne en face, elle a accepté sans problème et elle vous a absolument pas jugé. C'est vous qui vous êtes imaginé des choses, vous êtes fait un scénario catastrophe parce que vous avez encore une tendance à être négatif ou à prêter des intentions aux autres, que les gens ils s'en tapent de ça. Je vais faire un petit clin d'œil à un de mes piou-piou que j'ai en coaching qui m'a beaucoup touchée parce que c'est quelqu'un qui n'a pas osé dire son homosexualité jusqu'à ce qu'il soit tombé sur mes vidéos, et que c'est en voyant mes vidéos qu'il a trouvé le courage d'aller avouer à sa famille qu'il était homosexuel. Et j'ai trouvé ça très beau de me dire waouh, j'étais à l'origine de ça, moi. J'ai trouvé ça très beau d'avoir su envoyer cette énergie positive. Et finalement, même si c'est un peu réticent, peut-être pour une ou deux personnes, finalement, cette personne a été extrêmement étonnée quand elle a élargi le cercle et qu'elle a osé l'avouer à plein de gens par la suite. Qu'il y en a plein, ils s'en foutaient en fait.
Bah ouais, t'es homosexuel et alors, c'est quoi le problème? Bah, ça change rien. Voilà. Et en fait, bah, cette personne s'est sentie délivrée. Donc, toi qui me regardes, je sais, puisque tu m'as dit que tu regardais mes vidéos 5 fois, je te fais un énorme bisou parce que je pense beaucoup à toi et c'est beau ce que tu as fait. Et voilà, c'est beau. C'est beau, toutes ces choses-là. Parfois, je me dis, je devrais vous témoigner un peu des petites anecdotes comme ça, de choses qui se passent sur les parcours flammes jumelles un peu plus souvent, parce que ça vous verriez un peu tout ce qui se passe et que c'est beau quand même. J'essaye de mettre parfois des témoignages en story. Hein. Ceux qui me suivent sur Facebook et story, je vous mets des screens. Hein. Je vous ai mis encore des screens cette semaine de runners, le type de message qu'ils ont envoyé à leur chaser. Ils m'ont autorisé à les mettre en story. Et les réponses des chasers. Hein. Donc tous les runners qui sont retournés vers leur chaser ont été accueillis bras grands ouverts. Il n'y a pas de chasers qui ont collé une claque, qui ont fermé la porte. Hein. Tous ont été accueillis bras grands ouverts. Parce que j'en ai de plus en plus là des runners. Donc les runners, je les motive à retourner vers leur chaser. Et ils l'ont tous fait. Ils l'ont tous fait. Ça s'est super bien passé pour tous. Donc voilà, je m'autorise à rester moi-même avec mon entourage. La plupart du temps, la peur du jugement des autres vient de ma propre peur d'être jugée ou de prêter des intentions négatives aux autres. Ces peurs sont bien plus grandes que ce qu'il en est réellement. Vous pouvez être dans cette peur d'être jugé parce que, là encore, si vous avez été éduqué sur cette névrose du regard des autres avec des parents humiliants qui ne font les choses que en fonction de ce regard des autres, donc surtout allez relire ma blessure d'humiliation, les diapositives sur mon Facebook, eh bien en fait, vous n'allez pas... vous avez été conditionné à toujours prêter une attention forte à ce regard des autres. Vous avez mis tout en haut le regard des autres, il faut faire attention. Et donc on vous a éduqué à ça. Toujours faire les choses en fonction de ce que vont penser les gens. Oh, tu peux pas faire ça, qu'est-ce que vont penser les gens? Oh, tu peux pas dire ça, qu'est-ce que vont penser les gens? Et c'est devenu, comme un réflexe, un automatisme, une névrose de faire attention au regard des autres. Mais si vous aviez eu des parents normaux, guéris, sains, bah, ils vous auraient appris à « tu t'en fous du regard des autres, amuse-toi ». Moi, c'est comme ça que j'éduque mes enfants. Tu t'en fous du regard des autres. Tu t'en fous. Tant que toi, ça te fait plaisir. Et en fait, j'ai même pas... Je me rends compte que j'ai peut-être tenu ce discours quand ils étaient plus petits, parce que ça fait longtemps que j'ai même pas besoin de leur dire ça. Parce qu'ils s'en foutent, en fait. Ils s'en foutent. Donc, en fait, je pense que ça fait vraiment pas partie de leurs préoccupations. Comme quoi, c'est l'impact de comment vous éduquez vos enfants et le discours que vous tenez qui fait que, par la suite, ça sera une névrose chez eux où ils s'en foutront royal. Ça va même pas traverser, c'est pas dans leur mode de fonctionnement en fait. Donc vous, si vous prêtez attention à ça, c'est parce qu'on vous a provoqué cette névrose en vous, parce que vos parents ne font que les choses en fonction du regard des autres. Mais là encore, si vous avez été éduqué comme ça, inévitablement, vos parents ne sont pas des gens vrais. Ce sont des gens faux et hypocrites qui font les choses dans le but du regard des autres. Donc ils sont hypocrites, ils sont faux. Donc par rapport à ça, allez regarder toute la toxicité du paraître qu'ils ont, parce que ils sont pareils avec vous. Ils sont faux aussi avec vous et ils vous manipulent aussi dans le but que vous les voyez de telle ou telle façon. Donc il y a beaucoup de manipulation derrière tout ça. Et c'est moche, hein, c'est extrêmement laid. Hein. Mais on a eu des générations de parents très dysfonctionnels, parce qu'ils ont eu des parents très dysfonctionnels, et on arrive sur une génération où on a un peu, voilà, on s'ouvre un peu à toute cette psychologie-là, et de couper un peu tous ces dysfonctionnements-là, pour rétablir un équilibre. Donc on est sur une génération où on tente tous de guérir de tous ces dysfonctionnements-là. On est beaucoup plus sensible à la psychologie, et surtout, on est beaucoup plus sensible au respect de l'enfant. Hein, parce qu'avant, dans les générations d'enfants, l'enfant, c'était un sous-humain. On n'avait pas à respecter l'enfant. Non, c'était un sous-humain.
on le respectait. C'était quelqu'un qui devait être soumis, c'était de la soumission. On ne le voyait pas comme un vrai être humain sensible que finalement on est en train de détruire, en fait. Et aujourd'hui, on nous demande de remettre de la justesse, hein, parce qu'il y a eu trop de toxicité. S'il y a tant d'adultes de notre génération qui ont besoin de guérir de choses, c'est parce qu'ils ont été détruits quand ils étaient enfants. Donc aujourd'hui, il serait peut-être d'arrêter d'être toxique avec nos enfants. Il faut remettre une justesse dans tout ça, en fait. Hein. Arrêter de voir les enfants comme des sous-individus. Les respecter. Arrêter de penser qu'ils doivent être soumis à notre toxicité. Ils sont beaucoup plus purs que nous. C'est eux qui nous apprennent à redevenir purs. Ils ont plus à nous apprendre que nous n'avons à leur apprendre. Tant que vous n'avez pas cette vision-là, ça veut dire que vous allez chercher à leur inculquer des valeurs qui sont pourries de votre toxicité comme vos parents ont fait. Vous êtes encore dans le mépris de l'enfant. Observez. Ça ne vous dédouane pas de leur donner une éducation. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est être dans cette ouverture de les écouter. De regarder que leur avis est important. Leur donner le droit de parole. Les laisser exprimer leurs émotions. Et parfois, ils vont vous donner un point de vue et c'est vous qui allez vous rallier à leur point de vue en disant « c'est vrai, c'est toi qui as raison ». C'est vrai, c'est toi qui as raison. Moi, j'ai ce genre de discussion avec mes enfants parfois. Parfois, je fais un truc, ils ne sont pas d'accord avec moi, je les laisse exprimer leur point de vue et à la fin, je dis « bah c'est vrai, c'est toi qui as raison ». C'est vrai. Ton insouciance, ton côté pas contrôlant, de pas vouloir te prendre la tête, en fait, c'est toi qui as raison. Je les vois pas comme des sous-individus, mes enfants. Absolument pas. C'est des vieilles âmes aussi, mes enfants. Donc la sagesse, elle est à l'intérieur d'eux. Ils disent pas que de la merde. Même s'ils sont plus petits en taille, ils disent pas que de la merde. La sagesse, c'est pas l'âge. C'est l'âge de l'âme. Hein, je les vois d'égal à égal, en fait. Parce que je pense qu'au niveau de l'âge de l'âme, on est dans les mêmes âges, contraction. Donc je vois ça plus comme un échange d'égal à égal. Et ils savent que je leur manque pas de respect. Mais, comme j'ai eu une maman contrôlante, comme j'ai eu des parents contrôlants comme tout le monde, hein, dans cette éducation, eh bien, c'est sûr qu'à un moment, j'ai eu ces tendances à vouloir être cette maman contrôlante aussi. Mais j'ai changé, j'ai guéri, j'ai travaillé. Voilà, la remise en question constante, surtout, humilité. Je vais vous laisser et je vais aller passer ma journée en famille. Je vous fais des gros bisous. Allez, bisous, belle journée.